Vous avez dû le voir passer, le revirement de la Cour suprême américaine sur l'arrêt Roe versus Wade a relancé le débat sur l'avortement. Est-ce un droit fondamental? Comment le protéger? Faut-il l'inscrire dans la Constitution? Etc. For me, it's tragic because we fought so hard to get this law passed. In 1973, when it finally won the victory, now 50 years later, they have jerked this away from us. This is wrong. La génération de Simone Veil et Gisèle Halimi s'est battue pour que nous ayons ce droit. Il est de la responsabilité de notre génération de le sanctuariser en l'inscrivant dans la Constitution française. En France, depuis mars, le Parlement a ancré dans la loi la prolongation du délai pendant lequel on peut recourir à l'avortement de 12 à 14 semaines. La raison, c'est qu'on ne considère pas à ce stade de développement que l'embryon soit déjà un être humain. D'ailleurs, certains estiment qu'un être humain n'est considéré comme tel à partir de sa naissance. C'est le cas de la communauté juive qui, aux États-Unis, s'est insurgée de subir une enfreinte à sa liberté de croyance. Parce que le revirement sur Roe versus Wade est induit par une conception du monde chrétienne. On pense que l'être humain existe dès la conception, alors que pour les juifs, du coup, c'est depuis la naissance. Et ça a évidemment une conséquence sur le droit d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, l'autre nom de l'avortement. C'est là un exemple de la question du jour. Comment les questions éthiques s'articulent-elles avec les droits des individus? Depuis les années 60, avec toutes les légalisations et émergence des droits de l'individu, sur la dépénalisation du suicide, de l'avortement, de l'homosexualité et la libération sexuelle en général, on parle de ça sous le terme de bioéthique. Mais bien plus intéressant que les questionnements qui ont déjà été tranchés par le passé, il y a des questionnements actuels qui suscitent beaucoup de débats. Alors aujourd'hui, on va parler de GPA et d'euthanasie. Générique. Hop hop hop, juste avant le générique, pensez à vous abonner, c'est très important pour nous montrer votre soutien. Et avec ce qu'on vous promet pour la rentrée, vous en aurez pour votre abonnement. Alors, avant de parler de GPA, un tout petit rappel sur ce que c'est que la PMA, parce que souvent les deux notions sont confondues. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'est l'ensemble des techniques qui permettent à des personnes qui ont du mal à avoir des enfants, d'avoir des enfants, grâce à des éprouvettes sans papa dans maman. La fécondation in vitro est une technique de procréation médicalement assistée par laquelle l'union de l'ovule et du spermatozoïde a lieu en laboratoire pour former l'embryon qui sera transféré par la suite à l'utérus de la mère. Au-delà des couples hétérosexuels en situation d'infertilité, le droit d'accès a été élargi mi-2021, y compris aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Les femmes transgenres et les couples d'hommes n'y ont pas accès. Maintenant qu'on sait ce que c'est que la PMA, parlons de GPA qui suscite beaucoup plus de débats. La GPA, c'est la gestation pour autrui. Ça consiste à recourir à une mère porteuse, une génitrice qui va porter un enfant qu'elle n'élèvera pas. Ce sont des couples infertiles ou parfois des couples gays qui y ont recours et ça suscite beaucoup de débats. La preuve, cette pratique est interdite en Espagne, en Suisse ou encore en France, mais pourtant autorisée dans d'autres pays comme le Royaume-Uni ou la Grèce. Suivant les États, elle est parfois gratuite ou parfois payante, mais si elle est interdite en France, c'est qu'elle est très contestée et ce pour 3 raisons principales. D'abord, une raison éthique. En France et en droit français, on considère qu'on n'est pas propriétaire de son corps, contrairement aux États-Unis. On est son corps. Ok. C'est la raison pour laquelle les dons de sang, de sperme ou d'organes ne sont jamais rémunérés. On estime qu'on ne peut pas vendre son corps. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne vend pas notre corps au capitalisme en travaillant, camarades? Deuxièmement, il y a une question morale et pratique. Les parents ne sont pas que des géniteurs. Que se passe-t-il si la mère noue un lien avec son bébé pendant la grossesse et peut-on la priver de le revoir? Les pays où la GPA est autorisée résolvent cette question en arguant que l'opportunité de permettre à autrui d'accéder aux joies de la parentalité est un bonheur suffisant qui vaut l'aventure. Par ailleurs, certaines femmes aiment la période de grossesse en dehors du fait d'accoucher d'un enfant qu'elles élèveront. Troisièmement, il y a une question sociale. Et oui, si on rémunère la GPA, alors ce sont probablement les femmes des classes inférieures de la société, les femmes pauvres, qui loueront leur utérus. Là-dessus encore, les situations divergent. Aux États-Unis, il est institutionnalisé que des femmes louent leur corps. C'est le mood ultralibéral américain qui vend tout ce qu'il faut. Tandis qu'en Grèce, par exemple, le versement d'un quelconque financement est illégal. Récemment, avec la guerre en Ukraine, on a vu des femmes s'indigner du fait que des couples ayant recours à la GPA via des femmes ukrainiennes se préoccupent plus de la situation de leur enfant à naître que de celle de la mère porteuse. Comme quoi, le début de la vie suscite bien des débats. Mais la fin de la vie, tout autant. Parlons d'euthanasie. Ah, la fin de vie, c'est un sujet qui fait aussi beaucoup débat. Là, distinguons 2 cas. Le cas du coma et le cas des maladies incurables. Prenons le cas du coma d'abord. Dans quelles conditions la vie de quelqu'un qui est dans le coma depuis de nombreuses années, sans grand espoir d'en sortir et encore moins indemne, peut-elle être interrompue? Et interrompue sur décision d'un autre. En France, depuis la loi Leonetti de 2005, le médecin est tenu de se plier à la volonté ou au refus de se faire soigner du patient. En gros, il doit toujours suivre la volonté du patient, tout faire pour le sauver s'il le peut, mais ne pas s'acharner si la guérison est impossible.
Sauf que ça pose un sacré dilemme dans le cas où le patient n'est pas lui-même en état d'exprimer sa volonté, et si ses proches sont en désaccord à ce sujet. L'exemple type de ça, c'est l'affaire Vincent Lambert qui a défrayé la chronique dans les années 2010. À la suite d'un grave accident de voiture en 2008, Vincent Lambert devient tétraplégique et souffre de lésions cérébrales qui ont lourdement altéré sa conscience. 5 ans plus tard, commence l'affaire Vincent Lambert. Une bataille judiciaire afin de décider s'il faut ou non arrêter son traitement, ce qui aurait pour effet d'entraîner sa mort. Prenez le temps de désigner un proche de confiance qui se chargerait de la décision dans le cas malheureux où ça vous arriverait. Le deuxième cas concerne la situation de quelqu'un qui désirerait choisir sa mort. Imaginons quelqu'un qui vit avec une maladie incurable qui le fait grandement souffrir. Par exemple, la maladie de Charcot, vous savez, c'est elle qui avait provoqué l'Ice Bucket Challenge. Let's go, ladies. Parce que recourir au suicide n'est non seulement pas une option pour tout le monde, mais qu'on peut aussi souhaiter partir plus dignement. Quelqu'un dans cette situation peut-il demander à ce qu'on mette fin à sa vie par voie médicale ? En France, aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. C'est la raison pour laquelle l'écrivaine Anne Berthe, par exemple, a fait le choix, en 2017, d'aller finir sa vie en Belgique. Et alors, évidemment, je précise que si j'étais dans cet état suite à un accident avec une espérance de vie derrière, ça serait totalement différent. Là, c'est parce que je sais que de toute façon, dans 2 mois, ça va être l'horreur, et dans 4 mois, là, encore pire que l'horreur, et après la mort. Donc, Si ce n'est pas possible en France, c'est en partie pour la responsabilité que cela ferait peser sur le médecin qui déciderait ou non d'accorder ce droit, mais aussi pour un héritage religieux. La culture chrétienne enseigne que c'est à Dieu et à Dieu seul de décider quand ôter la vie, tout comme il décide quand il la donne. Et c'est la raison pour laquelle le suicide est proscrit par la religion. On peut aussi se demander si le fait de connaître, voire même de choisir le moment de sa mort, ne prive pas la vie d'une partie de son sel. Enfin, il y a l'idée qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans toutes les situations de son corps. Et ceci, je l'illustre avec l'exemple du cannibale de Rothenburg. C'est une affaire très gore dans laquelle un Allemand a été condamné à la prison à perpétuité en 2006 pour avoir assassiné quelqu'un qui lui avait pourtant donné son consentement, et ce, de manière filmée. Oui, son accord pour qu'il le tue et qu'il le mange ensuite. Remercie-moi de vous épargner les détails. Alors, jusqu'à quel stade de développement peut-on décider d'interrompre une grossesse ? A l'inverse, à partir de quel seuil peut-on légitimement décider d'interrompre la vie de quelqu'un ? Y a-t-il un droit à la parentalité, y compris pour des gens qui ne pourraient pas avoir d'enfants sans aide médicale ? Ce que chaque société décide à propos de ces questions dépend de son rapport à l'éthique. En France, c'est le Comité consultatif national d'éthique qui rend depuis 1983 des avis à ces sujets. Et vous en pensez quoi ? Dites-le nous en commentaire, en gardant à l'esprit que je n'ai traité ce sujet qu'en surface. C'est les bases quoi. C'était Jules pour le crayon, maintenant sortez d'ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, c'est toujours précieux pour nous. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne du crayon et activez la cloche, ça soutient notre travail. Merci.